avec le vice-premier ministre Christophe Lutundula. Bonjour. Bonjour. Lendemain de la veille c'était le discours du président. Aujourd'hui, c'est la réponse du président rwandais Paul Kagame. Avant-hier, c'était le secrétaire général des Nations Unies qui faisait l'aveu d'impuissance de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Que retenir rapidement de cette semaine folle de New York? Bon, c'est aussi la semaine de la vérité. Les Nations Unies, à travers leur secrétaire général, ont reconnu les faiblesses de la mission qu'ils ont mise en place en RDC, non seulement pour stabiliser ça maintenant, mais depuis l'origine, c'est pour aider le pays à sortir de la crise sécuritaire. Vérité également, je crois que le président Tshisekedi, dans son discours, a crevé l'abcès. Vérité aussi, on a vu le président Kagame dépourvu d'arguments, avec une humilité qui ne lui est pas coutumière. Je voudrais croire que la vérité, ce sera aussi la sincérité des déclarations faites par M. Guterres et le président Kagame pour que maintenant que les pièces les plus véridiques sont exposées sur la table, que nous puissions évoluer vers la solution définitive de la crise qui meurtrit notre pays et son peuple. Est-ce que vous avez l'impression que c'est ce qu'ils veulent? Nous posions la même question au secrétaire d'État américain. 2 mois après, pas de changement. Aujourd'hui, le président martèle pour que le rapport des experts de l'ONU soit apporté au Conseil de sécurité. Pourquoi rappeler à une organisation à prendre en compte les rapports de ses propres experts? Aujourd'hui, en règle générale, l'ONU appelle ou met dos à dos RDC, Rwanda et Ouganda, réglez vos propres problèmes. Est-ce que la RDC doit encore croire à une solution diplomatique? Bon, écoutez, moi je pense que, à ce qui nous concerne, parce que vous terminez par une question sur la RDC, le président l'a dit à maintes reprises, nous ne sommes pas des vats en guerre. Je l'ai déjà dit, au nom de la République, au nom du président, que nous n'avons aucune intention d'agresser, de livrer la guerre à personne. Et donc, nous avons toujours été disposés et disponibles pour une perspective diplomatique, mais à condition qu'elle soit bâtie sur la sincérité, sur une volonté politique ferme, matérialisé par des actes de terrain. Et d'ailleurs, tout ce temps, comme il a dit dans son discours hier, le président n'a pas eu de repos. Il a fait le tour du monde. Il est en contact permanent avec ses pairs de l'Union africaine, de la CIRGL, de la SADC, et il n'y a pas longtemps, parce que nous sommes là, de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Et même le président Kagame, le président l'a rappelé, depuis son arrivée au pouvoir, il n'a eu de cesse que de rassurer, que de chercher à créer la confiance. Donc, nous pensons que la voie diplomatique est la moins coûteuse et elle est encore possible pourvu qu'il y ait la sincérité et une volonté résolue. Si toutes ces conditions sont réunies, avec évidemment des gestes dont le président a parlé, nous allons en parler, nous ne voyons pas les raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas nous engager dans une perspective diplomatique sans faiblesse ni naïveté. Thierry Kambundi. Monsieur Christophe Lutundula, vous avez dit tout à l'heure que le président a crevé l'abcès. Oui. Alors allons-y dans la même direction que le président, crevant l'abcès aussi ici. Oui. Vous parlez beaucoup de sincérité depuis le début de cette interview. Est-ce que vous y croyez? Vous croyez à ces Nations Unies dont le secrétaire général, 48 heures avant l'ouverture des travaux, a déclaré clairement que nous ne pouvons pas combattre le M23? Est-ce que vous croyez en ces Nations Unies, à cette communauté internationale qui sait tout, mais qui ne fait rien en faveur de la République démocratique du Congo, ou qui ne veut pas pointer ou désigner clairement l'agresseur alors que tous les éléments sont sur la table? Je vous ai dit tout à l'heure, sans faiblesse ni naïveté. Je crois que la réponse est là. Nous faisons comme tout le monde veut à tous les mois de sincère et veut une solution.
sans nous faire des illusions. Allez, Apparemment, prenons une hypothèse contraire. On ne vous écoute pas? Si on nous écoute, parce qu'il y a une évolution palpable, que le secrétaire général des Nations Unies lui-même reconnaisse les faiblesses d'une institution, les stabilisations qu'ils ont mises en place. Faiblesse ou échec? Attendez un peu là. Et qu'ils le reconnaissent, qu'ils ne peuvent pas remplir la mission. Ça veut dire quoi? Il faut changer. Et c'est ce que nous avons fait lorsque nous avons demandé la révisitation, la réévaluation du programme, du plan de retrait de la MONUSCO. C'est ce que nous avons fait. Vous voyez, nous avons même anticipé. Et donc, ce fait-là, qui est pratiquement unique, c'est rare que le secrétaire général des Nations Unies fasse une telle sortie. Et j'apprécie la sincérité du secrétaire général Guterres. Nous allons un peu faire comme si nous étions devant les médecins. Si vous, le malade, vous ne dites pas de quoi vous souffrez, comment le médecin saura-t-il vous traiter? L'avantage aujourd'hui, à les prendre comme ça, c'est que la MONUSCO, l'institution des Nations Unies en charge de la gestion de la résolution de la crise, de la parole même de son chef suprême, permettez l'expression, le secrétaire général, s'est dit qu'elle ne peut plus faire le travail. Ça veut dire que allons ailleurs. Et il a dit aussi, Guterres, là évidemment nous commençons un peu la divergence. Lui dit, 1, discussion RDC, Ouganda, Rwanda. 2, force régionale. Voilà ce qu'il propose comme alternative. Discussion Rwanda, Ouganda, RDC. Ça signifie quoi? Ça signifie que le Rwanda et l'Ouganda ont des responsabilités. Qu'il ne reconnaît pas, parce qu'il ne veut pas les désigner clairement. Est-ce que, ne soyons pas naïfs, ainsi va le fonctionnement de relations internationales et de la diplomatie. Ne demandez pas à un secrétaire général de dire « vous avez tort ». Il a désigné la Russie comme agresseur de l'Ukraine. C'est un autre contexte. C'est un autre contexte. Un autre contexte. N'oubliez pas qu'il y a eu de votes au niveau des Nations Unies contre la Russie. Parce que le dossier a été amené au niveau du Conseil de sécurité. Dans le cas du Congo, on ne veut pas amener ce dossier. J'en viens, parce que là, il y a beaucoup de questions. Donc, moi, mon chef aussi, le président Tshisekedi, nous ne sommes pas dans un monde de d'illusions. Mais nous agissons selon l'art de ce métier-là, mais ferme. Et je répète encore, sans faiblesse ni naïveté. Nous allons jusqu'au bout de la logique. Maintenant, on a fait un pas très important. Les Nations Unies ont disqualifié l'institution, l'instrument de paix en RDC. Il nous appartient maintenant d'avancer. Alors, Rwanda, Ouganda, nous avons toujours dit qu'en fait, les M23, ce ne sont que des prête-noms. Nous l'avons toujours dit. Et que le secrétaire général nous disait, oui, négocier avec le 3. C'est exactement ce que nous avons toujours dit. 2, la perspective régionale. Oui, c'est exactement ce que Tshisekedi a toujours pensé, c'est à cela qu'il a toujours pensé, et c'est ce qu'il est en train de faire. Je vous dis, et vous le savez, parce que vous êtes des compatriotes, vous faites votre métier, nous avons signé le 8, le SOFA, c'est-à-dire l'accord portant statut de la force régionale. Peut-être qu'on pourra en parler en détail. Le 8 septembre. Voilà. Nous avons signé aussi, notre chef d'état-major général et le commandant en chef de la force ont signé les règles d'engagement. Et au moment où je vous parle, les Kenyans sont déjà pratiquement à Goma. Donc la machine a démarré. Et là aussi, tu sais ce dit le gouvernement de la République, nous avions raison de dire, en fait, ce n'est plus là-bas. Vous avez posé la question de la confiance, Thierry et Christian. Ce n'est plus là-bas seulement à New York. Il faut regarder, 1, vers nos voisins qui veulent travailler avec nous. 2, je vous ai dit, vous m'avez donné l'occasion de parler avec vous, que le secret, c'est l'armée. Le jour où nous allons requinquer comme il se doit nos forces, où ils auront toute la motivation, tous les équipements,
la solution est là et vous ne verrez personne qui va s'amuser avec nous. Et la réforme de l'armée, il faut continuer. C'est pour cela qu'hier, le président, dans les 5 solutions qu'il a proposées, il a dit d'une manière tout à fait courtoise qu'on lève toutes les entraves à la démarche des efforts de la RDC pour former, renforcer, requinquer son armée. La levée de l'embargo qui ne dit pas son nom. Voilà. Pour clore peut-être sur ce chapitre lié à l'interview d'Antonio Guterres, cela veut aussi dire que les Nations Unies ont abandonné la République démocratique du Congo et l'ont renvoyé à ses pairs africains. Non, abandonner, non. Non, nous ne pouvons pas, si référez-vous aux forces régionales, nous ne pouvons pas discuter avec vos voisins. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. En fait, dans la réalité, vous avez, en matière de relations internationales, le principe de la subsidiarité, qui est même appliqué au niveau de l'Union africaine. C'est comme ça qu'on a dit à Lorenzo, occupez-vous de vos voisins qui sont membres de la CIRGL. Exactement, même dans les rapports entre les Nations Unies et l'Union africaine. On a d'abord les institutions régionales et sous-régionales. Et nous, les Africains, qu'est-ce que nous disons? Aux problèmes africains, des solutions africaines. Donc, prenez vos responsabilités. Ça n'est pas mauvais. 2, c'est pas abandonné. C'est pas abandonné dans la mesure, il ne faut quand même pas oublier que nous sommes membres des Nations Unies. Et le président l'a dit, les relations restent. C'est pas abandonné dans la mesure où, il ne faut pas oublier, dans le processus de Nairobi, par exemple, les Nations Unies sont parmi les observateurs. C'est pas abandonné dans la mesure où il y a des démarches qui se font pour voir dans quelle mesure les Nations Unies peuvent soutenir la force régionale. Et le Conseil de sécurité au mois de mai, lorsque j'étais de passage ici, en a parlé, il y a une déclaration, Guterres aussi, il parle de cela. Donc c'est pas abandonné, mais ce sont des responsabilités que nous avons à prendre, à assumer comme l'Union européenne. Est-ce que vous avez vu les Européens venir ici pour leurs problèmes? Qu'est-ce que la RDC doit faire pour que le rapport des experts des Nations Unies soit pris en compte par... Très bien. Nous avons écrit, sur instruction du président, j'ai écrit, en temps opportun, au Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité, c'est un peu comme une machine. Si vous voulez, on me disait que quand j'étudiais mes cours de physique, que le gasoil, ça démarre pas vite comme l'essence. Ça démarre un peu en retard. Quand on envoie des fusées dans l'espace, il faut une bonne préparation. 2, le Conseil de sécurité, ne faisons pas des illusions. Il y a le groupe des 5. Le Conseil de sécurité, ou l'ONU en général, c'est une association d'États. Et les États n'ont pas d'état d'âme. Les États ont des intérêts sur base desquels ils font de mouvements, ils décident. Nous devons continuer, c'est ce que je veux dire. Nous devons continuer le lobbying. Il faut parler avec les membres permanents du Conseil de sécurité. Nous avons le groupe africain. Je crois qu'il y a le Kenya, le Gabon, il y a un autre pays, le Ghana, le A3, qui est là. Oui, je crois qu'ils sont 3. En tout cas, nous allons parler avec eux. Et on est là aussi pour ça, pour obtenir qu'on examine. Et ce n'est pas pour rien que nous demandons ça. Je crois qu'il faut expliquer brièvement. Nous avons le mauvais souvenir du rapport de mapping. Donc il y a un précédent fâcheux, ce qui nous concerne. 2, pour nous, il faut qu'on arrête, et le président l'a dit hier, de cette dénégation et honte, comme il a dit, pour utiliser son expression, du Rwanda. Et d'ailleurs, je constate que le président Kagame n'a pas osé répliquer à ce que le président Tshisekedi a dit. Et il faut que cela s'arrête, parce que maintenant, c'est pour ça que je dis, c'est vraiment l'heure de la vérité. Toutes les pièces, dans leur crudité et dans leur nudité, sont sur la table de négociation. Donc il faut clore ce dossier-là. Et il faut aussi tirer les conséquences. Le président l'a bien dit hier, si vous ne faites pas ça, précédent fâcheux, on peut s'amuser à fouler aux pieds le droit international et tout, comme c'est le cas aujourd'hui pour le Rwanda, le Conseil de sécurité, tout ça, à Diebo et Vache. 2, c'est encourager le mal. 3, vous avez commencé par une question comme ça. Est-ce que vous croyez en l'ONU? La question de crédibilité et d'image pour les Nations Unies. Et c'est pas peu.
Parce qu'au Congo, quand même, on n'a pas toujours de bonnes expériences avec les Nations Unies. Donc, pour nous, il faut aller avec ce rapport, en finir et dire le diagnostic est bien posé par Félix-Antoine Tshisekedi, reconnu par Guterres, reconnu implicitement par le président Kagame qui parle maintenant que bon, c'est possible de trouver un compromis, ne sert à rien d'incriminer, mais les premières incriminations sont venues d'eux. Voilà. Monsieur le ministre, aucune armée ne viendra mourir pour la RDC. Le Rwanda est mieux équipé, la solution est politique, dit même Paul Kagame dans son discours ici à la 77e à l'Assemblée générale des Nations Unies. La solution est militaire, vous dites à raison que non, elle est politique. Qui a l'initiative de la prochaine étape, puisqu'on parle maintenant du dialogue entre RDC, Rwanda et Ouganda? Tshisekedi et Kagame, les deux présidents, sont ici à New York en même temps que 2 des 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors, question claire et précise, la solution viendra ici, maintenant, avec 3 des 5 membres du Conseil permanent, États-Unis, Grande-Bretagne et France, ou plus tard avec les 2 autres absents, Russie et Chine? Je comprends le sens de votre question. Mais moi, je dis que c'est un puzzle. Cette solution peut être considérée globalement comme un puzzle. Il faut rassembler toutes les pièces. La partition qui se joue maintenant est une des pièces de puzzle. Vous avez dit la solution, nous on dit que la solution n'est pas militaire, je n'ai pas dit ça, lui s'en faut. Sinon on n'a pas besoin d'avoir la force régionale. Oui, mais aucune armée, aucun militaire étranger ne viendra mourir pour le Congo. Attendez. Ça on l'a vu il faut relativiser. Depuis 60 ans. Il faut relativiser. Parce que nous n'allons pas cracher sur l'histoire. Nous avons la capacité d'effacer l'histoire et de l'ignorer. Tenez-la, il n'y a pas quelques mois, les militaires de la MONUSCO, qui sont morts parce que l'M23 et le Rwanda ont tiré. Ils sont morts parce qu'on a tiré, ils sont pas morts parce qu'ils sont pas morts parce qu'ils sont partis se battre. Attendez un peu. On a besoin plus de force de stabilisation, mais de force d'action. Non, c'est une mauvaise interprétation des faits. Ces militaires-là, s'ils étaient dans leur pays, Ils seraient vivants aujourd'hui. Oui, mais attendez un peu là. Les Tanzaniens plutôt. Il y a combien? Peut-être 2-3 ans. Oui. C'est ce qui s'est passé. eux, ce n'était pas de la stabilisation. C'était une force spéciale. Non. Le problème n'est pas de dire force spéciale ou non. Vous avez dit aucun militaire, aucune armée étrangère ne viendra mourir en RDC. Non, parce que, à part Artemis de l'Union Européenne, excusez-moi, à part Artemis de l'Union Européenne et les forces tanzaniennes, elles viennent tous en pacification ou en stabilisation. Je ne parle pas d'Artemis. L'Artemis, ça fait son temps. Ne menons pas les choses, on va passer à côté de l'essentiel. Les militaires qui viennent, les casquets bleus, les troupes internationales, ils ne viennent pas pour se laisser couper la gorge, pour se laisser tirer dessus. C'est très clair. La responsabilité, c'est d'abord à nous, les Congolais. C'est pour ça que je parle de la refondation de notre armée. Mais le temps que ça se fasse, le mandat qui est le leur... Attendez un peu là. Mais il ne reste pas moins vrai, c'est pas moi qui le dis. Ce sont les faits que ces enfants d'autres cieux ne sont pas de Congolais. Accidentellement ou non, ils ont perdu. Ils ont versé leur sang. C'est pas seulement celui qui est au front et sur qui on tire qui meurt pour la RDC. Fermons la parenthèse, parce que c'est pas ça l'essentiel. Vous avez posé une question. Du mandat. Du mandat. Non, la question c'était de savoir... en cas d'armée, qu'ils aient un mandat ferme de pouvoir attaquer. Attendez. 2, en termes politiques, à quand rencontre entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi et qui a l'initiative? Il ne faut pas entourer des mythes cette rencontre-là. Elle peut avoir lieu demain, après-demain, je ne sais pas où. Les rencontres, il y en a eu quand même. Ce n'est pas naïf. C'est pas comme une automate. On appuie sur un bouton et vous avez la paix. Oui, mais attention. C'est pour ça. Attendez un peu. Donnez-moi le temps de vous répondre, s'il vous plaît. Je vous ai dit, c'est un puzzle. Considérez l'avènement de la paix, la solution, comme un puzzle d'éléments. La partition qui se joue maintenant à New York, c'est une pièce de ce puzzle-là. C'est pas pour rien qu'il y a le groupe des 5. Ça veut dire que ces 5-là ont la responsabilité de la paix, du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Lisez l'article 1.1 de la Charte des Nations Unies. Donc ce n'est pas à négliger, ce n'est pas non plus à dire aux Congolais que non, parce qu'on se retrouvait à New York tout seul. 2.
Je vais parler de la subsidiarité. Je vais parler le principe cardinal aujourd'hui aux problèmes africains, des solutions africaines. Nous ne pouvons pas donner l'impression que le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, qui fait un travail appréciable, que la communauté de l'Afrique de l'Est, ça ne vaut pas la peine, que la SADC, qui a accepté, et là je vous donne en primeur, la semaine passée, je participais en vidéoconférence à une réunion du comité ministériel de l'organe chargé de la paix, de la sécurité et des questions politiques de la SADC. Oui, mais les tireurs de ficelles ne sont pas forcément africains. Laissez-moi vous donner l'information. Nous avons discuté, les pays membres de la SADC qui sont à FIB, la brigade d'intervention, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, le Malawi, ils ont affirmé qu'ils sont prêts à prendre le relais de la MONUSCO et même à leur charge. Donc, il ne faut pas considérer que là-bas, en Afrique, on est en train de blaguer. Et je vais vous donner l'information que la force régionale est en déploiement. Donc, ce que je vais vous dire, c'est qu'on ne peut pas négliger une pièce, on ne peut pas négliger un acteur international important, parce que vous faisiez allusion à la Russie et à la Chine. Donc, nous sommes en train de rassembler petit à petit les pièces de ce puzzle qui est la solution finale, sans oublier notre responsabilité comme nation. Oui, mais aujourd'hui, l'occasion est unique. Nous sommes à New York. 3 des membres permanents du Conseil de sécurité sont ici. Oui. La bonne foi de Paul Kagame est entamée. La relevée, sa crédibilité aussi, devant eux, est encore mieux que de la relever autour de ses pairs africains, pour lesquels, certains le disent, il a une certaine condescendance. Oui. Est-ce qu'on peut penser que le président Tshisekedi rencontrera dans ces conditions le président Paul Kagame ici, pendant ce séjour à New York, en présence de ses membres du Conseil de sécurité? Je sais qu'on ne pose pas de questions aux journalistes. Dans ces conditions, ça signifie quoi? Ça signifie... Dans ces conditions, quel est l'élément négatif? J'étais en train de vous expliquer que la solution à notre crise, prenez-la comme un ensemble de pièces, internes et externes, qui vont réunir. Et dans l'externe, vous avez l'international global et vous avez la région et le sous-région. Donc, le président Tshisekedi n'entend pas donner l'impression qu'il vient résoudre la question du retour de la paix et de la sécurité dans notre pays uniquement à New York. Ça, c'est une extraversion qu'il ne peut pas accepter, que nous ne pouvons pas accepter. Mais nous disons que nous faisons partie de la communauté internationale, nous sommes membres des Nations Unies, nous faisons partie d'un continent qui a ses méthodes, ses approches, ses structures. Regardez un peu là, parce que moi, j'aime pas la langue de bois. La force régionale. Savez-vous que maintenant, le Sénégal a déjà donné sa contribution, 1 million d'euros. L'Angola a déjà disposé de sa contribution, 1 million d'euros. La communauté d'Afrique de l'Est a déjà mis en place un fonds spécial. L'Union africaine est en train d'étudier la possibilité de mettre en mouvement la facilité de paix et de parler avec nos partenaires. Pensez-vous dans ces conditions, Christian, que nous pouvons nous permettre raisonnablement de dire oui, tout se termine ici? Monsieur le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, mettons de côté les Nations Unies, toutes les tractations qu'on a évoquées ici, mettons de côté la force régionale et tous les soutiens que la RDC bénéficie éventuellement de ses pairs de la région. Vous avez dit tout à l'heure que nous devons nous assumer. Qu'est-ce que le président l'a répété. Oui, mais de quoi la RDC dispose aujourd'hui pour faire peur ou faire reculer le Rwanda en dehors de tous ces discours, celui du président, le vôtre, et tous ces discours qu'on entend à longueur de journée, que c'est le Rwanda qui soutient le M23. De quoi nous disposons pour faire reculer le Rwanda? Une très bonne question. Nous disposons d'une arme puissante, peut-être qu'on ne voit pas. C'est cette mobilisation patriotique des Congolais. Ce n'est pas un petit élément. Regardez, les années 60, le Vietnam, il y avait la France là-bas. Il y avait les États-Unis. On me dit que déjà à l'époque, des années 60, les Américains utilisaient déjà l'Internet. Le peuple vietnamien était déterminé. Il a administré des échecs cuisants et aux Français qui les ont colonisés
et aux Américains, avec l'OTAN. Vous comprenez? Donc la première arme, c'est cette unité, cette communion autour de la défense, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, de l'indépendance de notre pays. Vous me dites que c'est le politicien qui parle. La deuxième force, les mêmes militaires congolais là, les mêmes militaires congolais. Écoutez, il y a des gens qui sont là depuis 20 ans, mais qui se battent. Et le président considère que nous n'avons pas chez nous un métier de soldat qui signifie que lorsque vous y êtes, toute votre vie, vous allez passer ça au front. Non, les militaires sont comme vous et moi. Il y a des moments d'engagement sur le terrain, des opérations, il y a des moments de vie normale. Et ces militaires, et les militaires, vous leur empêchez de se vous en battre. prie. Non, on ne les a empêche renforcé pas. nos positions autour de Bunagana depuis. Non, on ne les empêche On les attaque pas. Non, je comprends. Je comprends, si vous voulez, la peine des Congolais. Elle est la mienne. Et le chef de l'État, l'ensemble du gouvernement, de toutes les institutions. De vous-même aussi. Mais attendez là. Ne confondons pas précipitation et rapidité. Nous sommes sur un terrain militaire. Il faut bien préparer les choses. Ça fait plus de 100 jours, monsieur le vice. Oui, mais les 100 jours ne valent rien par rapport à la vie de nos compatriotes qui sont dans l'armée. Si on peut trouver une solution, comme on avance maintenant, je ne suis pas d'un optimisme bien, mais je sais qu'on avance. Pourquoi demandez-vous à Tshisekedi, commandant suprême, de dire à Tantampion, allez attaquer, même si vous allez gagner, allez vous faire blesser, alors que nous voyons pointer à l'horizon une solution. C'est une question de responsabilité. Et nous les assumons. Vous comprenez? Et donc, c'est Christian, vous qui avez posé, vous, la question, nos atouts. La même armée-là, nous devons la motiver. Nous devons faire en sorte que, même si la victoire n'est pas aujourd'hui, elle arrive demain. N'oubliez pas, Thierry, et je ne vous apprends rien. Notre armée est une armée des jeunes qui affrontent, s'il vous plaît, des armées professionnelles, conventionnelles, comme on le dit. C'est pas moi qui le dis. Madame Bintou l'a dit, elle n'est pas congolaise. Guterres l'a dit, il n'est pas congolais. Deux armées classiques avec leurs acolytes. Attendez là, même l'armée rwandaise que l'on veut considérer, je ne sais pas comment, même l'armée égyptienne qui est parmi les armées les plus fortes d'Afrique, je n'invente rien, l'armée sud-africaine et tout, en face, deux armées classiques suréquipées parce que nous on nous a dit n'achetez pas les armes, il faut les déclarer. Même si on a assoupli, je dis à nos compatriotes, même si on a assoupli en dégageant certains types d'armes, les transporteurs, les banquiers disent non, écoutez là, pour vous transporter vos armes, vous avez un peu la suspicion à tous les moyens. Vous êtes sur la liste noire, on vous suit. Et nous avons tout ça. Et même une armée la plus forte du monde, devant deux armées classiques, avec cette constellation de groupes armés, au sein desquels il y a des accointances avec le terrorisme international, ne demandez pas à notre armée de gagner par un claquement de doigts. La dernière force, le dernier atout, le Congo n'est pas n'importe qui, n'importe quel pays. Mobutu m'entend de là où il est, parce que vous savez, il disait toujours, c'est pas facile d'être le Congo. Et nous nous comprenons parce que nous sommes tous des compatriotes. Nous avons un potentiel, une potentialité économique forte, nombreuse, et le président l'a dit hier, qui attire de convoitises. Et là aussi, c'est à nous. Là, je vous rejoins, d'être suffisamment intelligent pour que ces potentialités naturelles que nous avons nous servent d'armes, à tous les moins, pour les négociations. Donc, moi, je suis convaincu que si vous conjuguez tous ces facteurs avec la volonté du président, de l'ensemble des institutions, y compris le Parlement, nous allons gagner. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, vice-premier ministre, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Solution militaire existe sur la table. Solution diplomatique, c'est celle que vous privilégiez le plus. En tout cas, c'est celle qui est sous votre responsabilité. Les premiers signes, les premiers résultats, on peut les annoncer à quand pour les Congolais impatients après plus de 100 jours d'occupation, notamment de Bunagana? Bon,
je ne fais pas de la politique fiction, vous le savez. Et je suis optimiste dans l'action, mais je ne joue pas de devinette. Je ne joue pas non plus au devin ou je ne sais pas quoi. Non, 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 non. Les impatiences de Congolais, ce sont des interpellations. Pour nous, nous intériorisons ça. Et je peux le dire en me disant sous le contrôle du président, parce que c'est lui qui est le commandant en chef, pas moi, commandant suprême, que il y a un peu de lumière. Les ténèbres ne nous empêchent plus de voir, ne fût-ce que l'éclaircie, si vous voulez, de l'aube qui pointe quelque part. Perspective ni proche, ni moyenne, encore lointaine. Réelle. Monsieur le vice-premier ministre, je vous remercie.